le Mexique, loin au sud où poussent les cactus. Yoho, Mexico, Mexico. 800 mètres où on est à 180 pulsations secondes, suivi par 70 tours de siesta. Un de mes circuits préférés à rouler, mais finalement pas le plus spectaculaire à regarder. Encore moins à l'heure de l'effet de sol. Mais là, entre un virage 1 tour 1 aux allures de Rallycross Joker Lab Wreckfest, la Strat Red Bull qui salvait d'une P3 pour Verstappen, autant que son dernier relais si on est honnête, un clash bien comme à l'époque entre Loulou et Verstappen et un cut de virage bien comme... Pédard injustifié, VSC surprise, on a bien mangé, surtout si vous êtes fan de A7 Berman. Donc on va en parler, tranquille, pépouze et... C'est absolument parfait, la saveur tangerine tarantula, ainsi que ces incroyables produits dérivés, je suis un génie. Fais pas le con, Birkin. On sait que c'est toi qui as la nouvelle saveur tangerine tarantula, ainsi que le restock des pots qui s'affiche à l'écran. Donne tout et ça va bien se passer. Non, vous devrez faire comme tout le monde, attendre qu'ils soient en stock et utiliser le code Clippy pour 10% de réduction. Wow, du calme, inspecteur, la bavure. Réduction avec le code Clippy. Colis sécurisé. On y va. Oui, il y a Tarpen de saveurs qui reviennent. J'ai pas mis tout dans l'intégration parce que je voulais la garder marrante. Je trouve que c'est ça qui rend les intégrations avec mes clipettes cool. Même si là, elle a un masque à gaz, on la voit pas. Oui, mais mes clipettes et Hunk. C'est un être extra-diégétique, comment faut vous le dire. Mais il y a plein de goodies, notamment cette putain de gourde gigantesque qui brille dans le noir, ce qui fait plaisir à mon enfant intérieur. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, en tout cas financièrement, avec le Super Thanks aussi bien sûr. Mais si vous avez pas l'argent, Seigneur, j'insiste là-dessus maintenant à chaque fois, franchement mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Si vous avez pas les moyens, le simple fait de mater les vidéos jusqu'au bout, ça soutient la chaîne à mort. Et ça que ce soit avec ou sans adblock. Bref, sans plus de salam alek, je suis Clippy Daclip, bienvenue dans Garage Talks. Bon, je vais pas récap l'entièreté du GP parce que sinon ce serait un tout autre format, puis il y aurait la musique de Magic Spear d'Ace Combat 7 derrière et ce serait un format genre que j'appellerais fin de semaine revue. Mais on a eu un giga bordel au premier tour, premier virage, qui a d'ailleurs laissé Russell très frustré que toutes les voitures qui aient coupé le virage, qui aient pris leur Joker Lap, ne se soient pas gentiment rangées derrière lui. Surtout Verstappen. Verstappen qui était genre... non, Verstappen, il était derrière Russell, il a carrément pris avantage de... Leclerc aussi, il a coupé d'ailleurs et il est resté devant son équipier, il a gardé un avantage et pas grand monde n'a râlé. Antonelli aussi a coupé le gazon, j'ai pas vu Russell en parler. On a eu le 6e tour avec l'incident qui, je pense, moi j'étais dans mon lit personnellement, je serais tombé si j'étais debout. Parce que Verstappen va pincer Loulou au T1, c'était giga ambitieux. Dans une situation compliquée, il va couper le tour 3, momentanément passer 3e. Loulou reprend momentanément la 3e place, bloque à son tour et entame son Joker Lap. Les directeurs de course vont noter qu'il n'a pas pris la petite route de merde là pour rejoindre la piste. On parlera des pénas après. On aura quelques trucs croustillants à se mettre sous la dent. Genre le gros effort de Berman, le pit stop nickel de Haas, la saga Mercedes où Russell fait tout pour perdre son capital sympathie à la radio, qui est déjà... le stock, il est bas, frérot. Tout ça pour en plus derrière ne pas être aussi rapide qu'il le pensait. À sa défense, je pense qu'en restant aussi longtemps derrière Antonelli et aussi près derrière Antonelli, il a dû cuire ses pneus. On a Red Bull qui tue Tsunoda à la strat et au pit stop aussi. C'est que la 3e fois, ça va. On a Piastri qui limite la casse avec un recovery drive qui est suboptimal, mais il limite la casse quand même et c'est sur les mauvais jours qu'on gagne un tour. Ou un championnat. Et à la toute fin, quand Verstappen fout la pression sur Charles et que Piastri met la pression sur Berman, VSC parce que Sainz s'est mis dans le mur à la sortie du stadium. La course repartira mais pas assez longtemps pour que aucun des protagonistes ne puisse se fight. C'est dommage putain parce que du coup ça nous laisse avec des... ce qui aurait pu arriver, ce qui aurait dû arriver. Après j'en vois plein dire qu'il y aurait pas eu de... Encore une fois il y a un écran ici, c'est pas... J'ai Twitter d'ouvert là. C'est horrible ce que je vois, vous imaginez même pas. Les horreurs humaines par-delà ma compréhension. Il y en a qui disent qu'il y aurait pas eu de fight parce que d'une, Verstappen avait un gros delta de pneus sur Leclerc et que ça aurait été emballé, pesé, hop, lèche le timbre, envoie la lettre. Et de l'autre côté que le delta de perf entre la voiture de Piastri et celle de Berman était tellement large que pareil, c'était emballé, pesé. Ouais mais j'ai pas envie de dire ça moi en fait. Charlie il a moins à perdre dans la picture championnat que Verstappen, donc il aurait pu se permettre de défendre comme un clébard. Et autant je dis souvent Verstappen c'est un clébard, Leclerc aussi il défend comme un clébard. Et ces deux-là, quand ils se fight,
Début 2022, mon amour. C'est vraiment bien quand les deux là se fight parce que Leclerc a pas peur de race Verstappen. C'est pas le cas de toute la grille. Et d'un autre côté, Berman, en sachant que Piastri a tout à perdre, aurait pu rendre la Haas super large, genre au point où il faut mettre la McLaren sur des gessages pour passer, et chasse, pour passer, genre elle passe au-dessus, tu vois. C'est le racecraft alors qu'aurait parlé, et ça aurait pu être intéressant. Mais non, parce que VSC qui m'a d'ailleurs laissé pantois sur le moment. À chaud, j'ai tweeté. J'ai besoin de voir l'angle de Sainz parce que j'y comprends pas en fait la VSC là. Les commentateurs laissaient d'ailleurs à penser que la voiture de Sainz était derrière une barrière. Et sur l'onboard de Sainz, justement, on va le voir se ranger. Donc, moi, à ce moment-là, je me dis, ok, un double jaune aurait suffi. Je veux dire, ils ont double yellow au virage 1 quand il y avait des Marshalls sur la piste. Et ils VSC pour ça maintenant? Pour une voiture qui paraît déjà rangée? Mais merci à Unstop Rob d'avoir mis en lumière que sur l'onboard à Verstappen, on voit effectivement là, cette espèce de petite tache floue. La Williams, pas derrière les barrières. Je suis allé vérifier. Oui, j'ai dû prendre une photo avec mon téléphone parce que je suis un boomer. C'est faux. Hein. Le boomer, c'est génération années 50. Hein. Moi, je suis de la même année que Verstappen. Et Leclerc. D'ailleurs, on est né à quelques jours d'intervalle, hein, ces deux-là et moi. Ouais, Oath to greatness. Mais on voit que la voiture est pas derrière la barrière, qu'elle peut plus avancer. Sainz a donc dû sortir de la voiture, une voiture qui était pas dans un espace ultra safe. La VSC, à mon humble avis, maintenant est justifiée. Que la caisse, elle gêne. Par contre, ce genre de réponse-là, de dire ouais, dans l'histoire du GP, personne se crache là. Oui, mais Sainz, il venait de le faire. Donc explique en fait, bonhomme. Bon, vous êtes pas là pour ça, vous êtes là pour qu'on parle des pénas, pour que je valide votre billet de confirmation. Donc on va parler de la péna de Loulou en premier lieu. Et ça vient d'un gars qui est plus du tout fan du bonhomme, hein, à la base. Je l'aimais vraiment au début, gars des îles que je suis. J'ai vu un petit Carflassois arriver sur la grille et je suis tout de suite senti comme s'il y avait un bout de moi sur la grille. Mais je deviens éperdument fan de Vettel en fait après Monza. Et j'aimais quand même bien Loulou jusqu'à ce qu'en 2016, son comportement j'ai pas d'autre mot, petite merde pourri gâté, me dégoûte. Et comme j'étais fan de Seb et que ce qui suit après c'est 2017 et 2018, disons que j'étais dans mes années de hater prime. Donc ouais, je l'avais pas mal en grippe qui se dessert de plus en plus, si je puis filer ma métaphore. Pas une métaphore en fait. Et au fur et à mesure que je me suis rendu compte de la futilité à détester un pilote ou une équipe sur la grille, au fur et à mesure que ça devient mon boulot et que j'ai pas envie de laisser mon humeur être dictée par des résultats sportifs sur lesquels j'ai aucune putain d'influence, ça pour dire que j'ai apaisé mon cœur. Maintenant, avec tous les billets pris en considération, la péna n'est pas méritée. Alors c'est une opinion qui n'est pas basée sur les sporting guidelines. J'ai pas eu le temps de tout me fader. Je vois bien que sur Twitter vous l'avez tous fait, hein, sinon vous auriez pas autant d'aplomb à dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Par contre, faudra vous mettre d'accord à un moment parce que je sais plus moi. Mais si on retourne au T1, je vais essayer de mettre des screenshots pour le coup. Quel début de tout ça, c'est ambitieux de la part de Max, mais le contact est un fait de course. Pas juste mon opinion, c'est aussi celle des stewards et celle d'Hamilton. À partir de là, les LH44 forever, enlevez vos fourches de mon cul. Ma take là-dessus, c'est que Max aurait dû savoir que Loulou laisserait pas la place. Donc le move de Max est borderline, la fermeture de porte, pareil. Bref, c'est de la course. J'en suis très content. C'est après, par contre, quand on arrive au virage 2, que Max, il n'y a pas grand part où aller, je dis pas nulle part, parce qu'il aurait pu freiner, baquer, se replacer derrière, ce qu'il a décidé de pas faire. Il coupe la piste, et ça, en théorie, ça me va pas. Il est censé rendre la position. Mais derrière, il y a une Merco qui remonte. Et il vaut peut-être mieux conserver l'avantage un petit instant, et laisser passer Loulou plus tard, genre après le second secteur, ou même dans la ligne droite des stands à la fin du tour. C'est d'ailleurs pour ça que, quand on regarde les documentations, vous savez, les rapports, j'appelle ça des rapports d'incident. Effectivement, c'est pas forcément toujours le cas. Mais quand on parle de quitter la piste et gagner un avantage, c'est pas juste left the track and gain an advantage, c'est left the track and gained a lasting advantage. Un avantage qui dure. Max aurait pu laisser passer plus tard, à un moment plus opportun, mais on n'aura pas le temps de voir ça parce que Loulou, lui, il veut repasser. Il y a la Merco derrière qui va rendre les choses compliquées. Max, lui, il garde l'intérieur. Hamilton est sur un patch poussiéreux. Il y a pas de grille, il bloque, va tout droit et en théorie, il reprend sa place. Donc, à mon humble avis, il y a pas de problème. Et ça, malgré le fait qu'il ait pas pris la route de merde, parce que la route à la con, même les stewards ont noté que ça aurait pas été possible ou raisonnable de ralentir la voiture suffisamment pour pouvoir prendre cette route d'accès là. Et là où je suis pas d'accord avec la péna, c'est parce que sur le document justement, ils disent pas que l'avantage dans la durée qu'a pris Loulou, c'est d'étendre le gap qui était beaucoup plus petit que ça au virage 1. Le document dit pas que Hamilton a un avantage de temps. Le document parle d'avoir dépassé Verstappen en dehors de la piste. Or, ce dépassement n'existe
que parce que Verstappen a doublé lui aussi en dehors de la piste. Donc à ce compte-là, c'est complètement con. On va me demander aussi de revenir sur le premier virage et le premier tour, où c'était vraiment la cohue. Et là, pour le coup, je suis d'accord qu'il y a eu 0 pénat pour personne. Déjà parce qu'on est virage 1, tour 1, on sait que les stewards ont tendance à laisser un petit peu plus de flexibilité parce que c'est le bordel, c'est le Capharnaüm. En plus, on est sur le deuxième T1 le plus mortel en termes d'ambition de finish de course avec Monza. Donc il y a toujours eu de la flexibilité là-dedans, je vois pas le problème ici. Surtout que le seul à tirer un lasting advantage dans tout ça, le seul qui a un avantage qui s'inscrit sur la durée, c'est Leclerc. Que Verstappen, au freinage, il est P4 et après le reshuffling, il est P4. N'en déplaise à Russell. Le seul qui a vraiment triché, c'est pas bien lol selon les sporting guidelines, en tout cas ce que j'en comprends, c'est Charles. Mais j'ai vu personne demander à Charles de rendre la place à Loulou, pas même Ferrari, ce qui est bizarre quand même à un moment. Le problème que on peut avoir là vis-à-vis de tout ça, en fait, c'est un manque de transparence de la FIA, parce que la perception externe du public, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures, parce que les gens, c'est humain, aiment comparer des choses qui sont incomparables. Je vous l'ai déjà dit, j'ai travaillé aux impôts, et moult fois j'ai des gens qui sont venus me demander pourquoi ils payaient plus de taxes d'habitation que leurs voisins alors qu'ils habitaient le même métrage carré. Et des fois, on a des logements qui sont genre littéralement copier-coller les uns à côté des autres. Sauf que ces gens-là prenaient pas en considération le fait que eux vivaient seuls et que à côté, c'était une famille avec 3 personnes, dont une seule qui travaillait, avec un gosse qui était une part entière pour une raison particulière, genre un handicap. Bref, il n'y a pas à comparer des trucs pas comparables. Et je sais que c'est dans l'esprit humain aussi de contester, de faire c'est pas juste. Oh l'arbitre, truc de ouf. Mais reste que c'est race control, c'est les stewards de la FIA qui décident. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a un gros problème dans la fiabilité, la régularité, va-t-on dire, de comment ils appliquent leur règlement. Et c'est justement pour ça qu'ils expliquent pas, qu'ils clarifient pas et qu'ils rendent pas les choses digérables pour les gens comme vous et moi qui veulent juste regarder le sport. Les seuls moyens qu'on a de comprendre, c'est ces documents-là, du coup, qui sont pas traduits, sont disponibles uniquement en anglais. Et même si vous parlez plus ou moins bien anglais, ce sont des documents qui sont rédigés comme des documents légaux. Donc ça facilite pas la compréhension. J'ai honnêtement vu des notices de meubles Vassagl qui étaient plus faciles à biter que ça. Et les notices de meubles Vassagl sont 1 fois sur 2 en chinois. Vu qu'on n'a pas d'explication, vu qu'on n'a rien de tangible qui est dit, genre on a des fois vaguement le compte officiel Twitter de la FOM qui tweet genre ça pour nous expliquer voilà pourquoi il y avait VSC, en prenant le pire angle possible. L'angle qui semble valider les propos des gens qui disent il n'y avait pas à mettre une VSC, il est rangé derrière la barrière. Alors que si tu mets un autre angle, soudainement c'est pas pareil. Après le vrai problème, le problème sous-jacent à tout ça, c'est qu'aucun règlement de papier ne peut être assez spécifique pour réellement être appliqué à la réalité d'une course. Même avec un doc aussi fourni, on devrait laisser, à mon humble avis, plus de marge à la direction de course et on devrait aussi fournir plus de gens à la direction de course pour appliquer leur autorité au cas par cas. Le problème d'un règlement papier ultra spécifique comme ça, c'est que comme toute belle administration bureaucratique, la FIA a rédigé ce truc-là avec un excès de zèle exceptionnel qui rend le règlement difficilement applicable à toutes les circonstances. Bref, selon moi, il n'y a pas pénat, laissez-les courir. Norris, il a tapé giga fort au Mexique. Ah oui, tu peux chouiner tant que tu veux. La voiture, machin, c'est normal avec une... Un jour, je pourrais arrêter de le répéter, hein, mais en Formule 1, c'est pas un pilote, c'est pas la voiture. Quand on parle de perf pure, c'est la somme des deux. Et là, la conduite était clinique, la voiture était rapide, la strat était ok. Il n'y a pas eu d'erreur de sa part, à l'inverse de son équipier qui a eu un week-end brouillon et une course en mode sauvetage. Et la récompense de Lando, c'est de reprendre la tête du classement pilote pour 1 point. Devant donc Piastri et Verstappen à 36 points. 4 week-ends restants, 6 courses. La P3 de Verstappen, c'est un bon sauvetage pour un week-end qui aurait pu être bien pire. Un week-end qui a été gâché par des problèmes de setup et un second secteur qui allait pas du tout à la Red Bull. Mais encore une fois, comme on dit, un titre, ça se gagne dans les mauvais jours. Enfin, un tour, ça se gagne dans les mauvais jours. Ce qui me semble que c'est plus une expression qui provient du cyclisme. Et là, Verstappen, il a eu un mauvais jour, un jour qui met un gros coup de frein au Verstappen Express. Madame et monsieur, bonjour, ici votre cheminot du Verstappen Express. Nous excusons de ce léger retard, un Waylord ayant fait une DS sur les bois. Toute la SNCF tient à s'excuser pour le retard. N'hésitez pas à acheter un sandwich triangle trop cher au wagon-bar pour patienter et mercer la zone. Alors si je reste dans le train, parce que ça fait une putain de chouette histoire, je regarde toujours le championnat avec un œil, waouh, si j'écrivais ça comme un film, tu vois. Et en vrai...
on se faisait chier avec le film actuel de non, c'est pour McLaren, c'est pour un des deux pilotes McLaren, bref, comme on s'est fait chier tant de fois parce qu'une équipe a craqué le code et que les pilotes de cette équipe-là sont suffisamment forts pour rester devant. Mais là, ça fait une super narrative. Narration? Oh, je m'en branle. Mon point, c'est que si c'est quand même super cool et que j'y crois à mort, believe, croire en vos rêves, il y a tout de même des héros dont on parle pas assez et des narratives dans le milieu de tableau qui méritent d'être abordés. J'ai le jump de fou de Haas qui passe P8 pour 2 points. Et si c'est dû aux upgrades et pas juste au moteur Ferrari qui avait l'air de bien kiffer l'air rarifié, et que ça marche aussi bien à Sao Paulo, il est pas exclu qu'ils aillent cueillir Aston, voire même Vicarb ou Racing Bulls ou c'est quoi le nom maintenant? Le fight dans le midfield, je vais toujours trouver super intéressant parce que juste un seul gros week-end pour une équipe, et ça peut toujours être ton week-end, on sait pas pourquoi, ça change toute la picture. Et dans le midfield, c'est déjà énorme, mais dans le lower midfield, dans le bas du classement, de P6 à P10, il y a un monde de différence qui est accessible avec un bon résultat. Que là, Sauber, Haas et Aston Martin se tiennent sur 12 points. Ne parlez pas d'Alpine, ils en ont que 20. Et sur ces 12 points-là, sur ces positions-là, il y a des millions de dollars de différence. Et je vous dis ça comme ça, là. Ça, c'était mon truc pour garder les courses intéressantes, même quand c'était la domination Mercedes outrageuse, là, pendant 8 ans. Choisissez-vous une équipe de midfield que vous aimez bien. Moi, c'est Aston Martin, par exemple. Vous chopez les deux pilotes de l'équipe, là, dans la tour de timing sur le côté de l'écran. Et si vos midfielders font un chouette effort et qu'il y a quelque chose qui paye, ça met un peu de baume au cœur. Ça apporte le réconfort quand ton poulain de top team de ton équipe préférée, il chie dans la colle, là. Ça permet de garder un peu d'intérêt quand la course est rompiche. Si vous avez encore moyen... Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et j'en suis navré. Multiviewer avec l'onboard de vos poulains, tu vois, à garder à l'œil. Après là je dis ça, mais c'est pas valable que pour midfield parce qu'il y a encore un gros fight ouvert pour la P2. Pour McLaren, ils ont 713 points, ils sont P1 depuis belle lurette, c'est bon, on s'en bat les couilles. Mais Ferrari est actuellement P2 avec 356 points. Devant Merco, 355 points. Et Red Bull, 346 points. Il y a des millions de dollars et la sliding scale pour la recherche et développement sur l'année prochaine qui se joue sur 10 points. Dans ce fight-là, les plus désavantagés, c'est Red Bull parce qu'ils jouent avec généralement une voiture par week-end. J'ai envie de dire, Merco et Ferrari aussi, ils ont un duo de pilotes avec un delta de points qui est genre très large. Mais le delta de points entre Max et Yuki est... J'ai pas grand-chose à dire de positif sur Yuki, malheureusement, ce week-end. Le rythme était là, en vrai. Il y avait peut-être une P8 dans les cartes pour lui au Mexique, mais est-ce que c'est un résultat dont je me réjouirais? Il y a quand même quelque chose qui est intéressant à noter. C'est une news qui a popé pendant l'écriture. C'est une news qui a popé pendant l'écriture, donc j'ai pas de script réellement pour ça. Mais apparemment, Helmut Marko, qui avait laissé entendre, ou avait dit même carrément, qu'après le Mexique, on saurait qui conduirait pour Red Bull en 2026, il a salué le rythme de Yuki ce week-end et a dit qu'ils avaient peut-être changé d'avis et qu'ils allaient prendre du temps pour réfléchir. Ok, ça pourrait justement être à l'avantage de Yuki, ou à son désavantage. Peut-être que c'est aussi du mind game pour essayer de moins le stresser pour la fin de saison. J'en sais rien. Ça pour dire, il y a beaucoup de points et de fric sur la ligne, et il y a deux équipes qui vont en avoir besoin. Apprenez en amont de ce week-end que deux équipes avaient enfreint la Cost Cap. C'est Clippy du montage de retour avec une nouvelle interruption. Entre le moment où j'ai écrit, tourné et monté cette séquence spéculative, on a eu des faits durs, tangible et avéré. Bon, pour vous résumer tout ça, la situation initiale, c'est qu'il y avait une rumeur comme quoi deux équipes auraient enfreint la Cost Cap, en plus d'Aston Martin, qui elle aurait eu juste une petite brèche administrative, très certainement Tonton Stroll qui a oublié de signer un papier. Et pendant le week-end du GP du Mexique, la Sky Italy aurait révélé que les deux équipes qui auraient prétendument enfreint la Cost Cap sont McLaren et Mercedes. Comme c'était purement spéculatif et qu'il n'y avait rien de tangible, je me suis servi de cette séquence pour rappeler ce qu'était la Cost Cap, quelles pénalités sont prévues en cas d'infraction, parler du fait que Red Bull l'avait enfreinte en 2021, etc., etc. Concluant que j'avais vraiment pas envie d'en parler si ça s'avérait être vrai, parce que les scènes vont être absolument bibliques en termes de mauvaise foi partout sur internet. Dans mon appel au calme vers la fin de la vidéo, j'avais dit qu'on devait juste attendre que la FIA rende son bilan comptable 2024 pour en être sûr. Elle l'a fait. Aucune équipe n'a dépassé le plafond, j'en suis ravi. Je redonne la parole à Clippy du passé, qui pour vous est Clippy de l'encore plus passé,
pour finir cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est Clippy Clip, vous me suivez absolument partout, sauf dans la rue. Tous les liens sont en description. Rejoignez-nous sur Twitch, ça fait vroom vroom. En ce moment, on fait de la Copa Montana sur AMS2 et je kiffe ma life. On a fait du VU Supercar aussi, j'ai moins kiffé. Bathurst, c'est compliqué comme circuit. Les liens Oli Energy pour soutenir la chaîne. On est aussi affilié SyncMesh, on est affilié Razer, on est affilié Moza. Tout ça, c'est dans la description. Normalement, vidéo ce vendredi. J'ai presque une vidéo d'avance. En fait, j'ai 2 vidéos en cours en même temps. Ça va bien se passer, j'en doute pas. Bref, c'était Clippy Clip qui a du taf du coup. Bisous.